Une production du Studio SF. Hey, joyeux Noël tout le monde et bonne année. Bienvenue à Elle parle. Et cette semaine, c'est assez incroyable. On rencontre la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Donc, elle s'est livrée vraiment sans filtre avec moi. Je me suis rendue à l'Hôtel de Ville avec le grand Manitou. Donc, notre grand Manitou, Nicole, qui est ce petit être qui vient m'aider des fois et aider l'équipe. Ça a été vraiment un beau moment. On a bu des bulles et j'ai presque saoulé Valérie Plante, ce qui est une très bonne nouvelle pour l'avenir. Alors, voilà, on a discuté de plein d'enjeux puis de questions. On a parlé de son parcours d'anthropologue, de sa vision de la ville, mais aussi de l'environnement, un enjeu qui lui tient vraiment à cœur. Puis finalement, on a célébré l'année 2019 qui a été quand même parsemée d'embûches pour elle. On a parlé des moments plus difficiles. Alors, j'espère que vous allez avoir bien du plaisir ce soir pour votre party du jour de l'an. Et voilà, donc je vous souhaite beaucoup d'amour et d'allégresse. Bonne année! Madame la mairesse! Je suis devant. Comme je vous reçois pour le 31 décembre, j'ai quelque chose. Quoi donc? Mais vous n'êtes pas obligé. Mais non, mais là, non, mais attends. Non, je ne boirai pas de bulles. Non, mais il y en a qui boivent pas. Moi, oui. Puis là, comme on se rencontre, je pense qu'on peut le dire, on est comme le 31 décembre. Alors là, ça s'impose, ça s'impose. C'est juste que je suis pas vraiment habile. Ben, ça se peut que... Moi, je suis sûre que vous avez l'expérience avec la bouteille. Écoute, je Sinon, me débrouille. Youssef ou... Ah non, oui, c'est ça. J'ai peur. Ben, yeah! À votre année. Ben merci. J'aurais envie de dire, là, ça fait 2 ans, fait que c'est comme une mi-mandat. Oui. C'est là-dessus que je vais prendre un verre à ça. C'est évident. Eh ben oui. Alors. C'est fou, hein? Est-ce qu'on la met au milieu? Oui, c'est ça. Santé. Hey, bravo. Merci pour la belle invitation. Je suis vraiment contente pour vous. Ben merci. Moi, je suis très honorée de ce... À chaque fois, moi, je suis toujours honorée. Tous les matins, je dis hey, c'est moi la mairesse. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi, puis bon, bien ben, fière. Vous. Santé. Ça fait du bien. Hein? Ouais, je vais te féliciter pour le bébé. Merci bébé, beaucoup. N'est-ce pas? Ben oui, j'ai un petit Ça a changé bébé. une vie, ça. Ah, mon Dieu. Je pensais à vous, justement. Tu sais, avec les enfants. Ils sont un petit peu plus grands, quand même. Mais ça demeure nos enfants, puis il faut s'en occuper quand même. Puis l'adolescence amène son lot de défis. Mais un petit bout de chou comme ça, là, c'est surtout un premier. Fait que félicitations. Je capote là-dessus. C'est une belle expérience. Je capote. Mais c'est ça, dans le fond, je lisais, puis je voulais en savoir plus sur vous. Et là, j'ai appris que vous veniez de Rouen, Noranda, que votre père, Gaétan, avait... Gaétan. C'est ça, Gaétan. Oui, absolument. Pour les intimes. Avait un Dolorama mobile bleu. Ouais. Et votre mère, c'est plus quelqu'un du service social. Ouais. Constance. Oui. Donc, travailleuse de centre de santé des femmes. Oui, absolument. C'est une quoi? Féministe. Oui, c'est ça. Ouais. C'est quoi l'éducation qu'ils vous ont léguée? Je dirais un père beaucoup plus traditionnel dans son approche, mais en même temps un entrepreneur. Puis un entrepreneur, c'est des gens qui prennent des risques. C'est des gens qui se projettent, qui ont la capacité d'aller convaincre des gens d'embarquer dans leur aventure au niveau du financement, mais après ça, avec leur entreprise. Alors, ça, je dirais, là, le côté fighter, là, ça vient définitivement de mon père. Puis ma mère, justement, esprit libre, très, très ouverte d'esprit, qui nous a élevés avec des valeurs féministes très, très fortes et qui était une maman très aimante, très joueuse, très, très présente. Alors, c'était un bon équilibre, je dirais. Mais ma mère aussi, de par un peu son parcours, elle a décidé de retourner à l'université pour faire son bac après les enfants, moi et ma soeur, on était un peu plus grands. Donc aussi, une grande volonté de dire, OK, moi aussi, je veux m'émanciper, je veux continuer à aller plus loin. Donc, ça, c'est sûr que cette idée de détermination, vraiment, et de discipline.
De mon père et de ma mère, je tiens une très grande discipline. Moi, je suis la fille, justement, qui, dans son horaire de mairesse, réussit à faire les toasts du matin aux enfants, mais qui va avoir été nager avant, ou elle va faire son yoga, puis après ça, qui part travailler, qui fait sa journée de 8 à 8, qui revient le soir, puis après ça, qui va finir son travail avant d'aller se coucher. Là. Je suis très, très investie dans ce que je fais. Puis le jour de l'an, ça se passait comment en famille? Le jour de l'an, en famille. Oui, nous, on est beaucoup de... Il y avait du côté de mon père et ma mère, beaucoup de frères et sœurs, donc j'ai beaucoup de cousins, cousines. C'était le gros party. Moi, je suis vraiment l'enfant qui s'endormait dans les manteaux et qui adorait ça, vraiment, là. J'adorais entendre la rumeur qui venait de la cuisine ou du salon, les matantes puis les mononcles qui ont pris un verre puis qui commencent à dire des blagues grivoises ou dire des propos qu'on n'entendait pas. Moi, j'aimais ça. J'aimais être dans l'action, à un moment donné, je me tassais, puis j'allais vraiment dans la chambre où est-ce que j'étais pas entendu des grands pour écouter ce qu'ils disaient. mais il y avait quand même le commun, tu sais, la collectivité, la famille. Très, très fort. L'entraide, Puis on était une famille très modeste. Ah oui? Donc, oui, financièrement, là, tu sais, je veux dire, on manquait de rien, mais mes oncles, mes tantes venaient plus du milieu minier, des familles qui... en fait, je suis la seule... Bien là, j'en ai des cousins, des cousines, mais j'étais l'une des premières qui a fait des études universitaires jusqu'à la maîtrise. C'est vrai? Oui. Donc, moi, dans ma famille, là, on est plus la classe ouvrière, je dirais, puis des entrepreneurs. Donc, des études en anthropologie, c'était un peu comme oui, pas commun. Non, c'était pas commun. C'est pas tout à fait commun en général. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi l'anthropologie? Il y avait plusieurs choix qui s'étaient offerts à moi. J'ai failli m'en aller en sexologie. Ça non plus, les gens ne savent pas. Oui. Alors, sociologie, sexologie. Puis finalement, c'est allé vers l'anthropologie parce que à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à voyager en sac à dos en Europe. Et puis, j'ai adoré le contact à d'autres cultures, mais j'ai eu envie j'ai toujours eu une espèce de quête personnelle de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est qui on est maintenant? Alors, l'anthropologie c'est un peu de la sociologie, puis c'est de l'histoire, hein, c'est un peu les deux. Alors, l'anthropologie m'a permis vraiment d'aller à la source, c'est le cas de le dire, parce que quand on pense à la primatologie avec les primates ou l'archéologie qui nous permet de comprendre une perspective géologique ou à partir d'objets, l'histoire du passé. Donc, j'avais envie de comprendre l'humanité, presque. C'est comme presque une quête spirituelle. Puis une histoire qui a été écrite majoritairement quand même par des hommes. Absolument. Bien, c'est très, très bien dit. Et ça m'a toujours frappée. Dans tous les milieux universitaires, la plupart des recherches sont faites par les hommes. Fou, dans les... souvent, je me retrouvais pas nécessairement là-dedans. Moi, je me suis toujours dit qu'un jour, si je retourne faire mon doctorat, tu sais, je sais sur ce que j'aimerais faire. Ça serait quoi? Bien, d'un point de vue anthropologique, moi, je considère que le rapport social ultime, c'est le rapport à les inégalités entre les genres. Et je suis curieuse de voir à quel moment, là, je m'en viens intense, là, mais à quel moment dans l'histoire est-ce que un peu comme le patriarcat a pris le dessus et où est-ce que les femmes sont devenues plus comme justement les cueilleuses et non plus les chasseuses, où est-ce qu'elles ont été confinées à la maison, où est-ce que tranquillement elles ont été mises dans une boîte qui a permis au patriarcat d'évoluer dans le fond, là. Fait que c'est la propriété privée aussi. Oui, bien c'est ça, parce que la propriété privée, c'est très intimement lié, je pense, au système économique, mais et justement, est-ce que c'est déjà au système féodal, on le voyait, mais moi, je pense que ça va beaucoup plus loin. À quel moment est-ce que les femmes, tout d'un coup, on a perdu un certain pouvoir et qu'on est devenu un peu plus, encore une fois, là, une propriété de... Et la peur aussi de la femme. La peur des fluides, c'est niaiseux, hein, mais j'ai lu des écrits qui remontent de très, très loin, puis il y a eu la peur du sang des femmes, la peur de la différence du sexe féminin. Mais quand même, on le sent encore, là, la façon qu'on... moi, ça m'a toujours fasciné à quel point les femmes ont peur de nos menstruations, mais souvent en termes cachés, un peu, on chuchote, as-tu un tampon? Ben voyons, as-tu un tampon? C'est tes règles, là, tu sais. Moi, il y a plein de choses comme ça qui me fascinent. Heureusement, les nouvelles générations, je pense, sont beaucoup plus émancipées, tant mieux, mais... Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Francis Dupuy-Derry sur les crises de la masculinité.
Non, bien, je reconnais M. Dupuy-Déry. Ah oui? On est à peu près dans les mêmes âges, là. J'aime beaucoup son travail, mais honnêtement, depuis que je suis mairesse, je lis plus ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant. Parce que c'est intéressant parce que dans son livre, il parle un peu de, justement, la romantique, comment il y a eu certains moments où il y a eu un retour à l'égalité dans l'histoire. Je veux dire, l'inégalité n'a pas toujours eu sa place. Mais c'est ça. Et mais de savoir qu'il y a des relents, qu'il y a eu des mouvements, je vais lire ça. C'était vraiment intéressant. Puis il y a des relents de backlash. Et des fois, j'ai l'impression, ces jours-ci, qu'on est dans un relent de backlash post-MeToo. Est-ce que vous le ressentez autour de vous? Oui, c'est très, comment je dirais, on le sait, là, dès qu'on est une personnalité publique, surtout une femme, les médias sociaux, puis moi, je pense qu'il y a un relent de backlash, entre autres, parce qu'il y a des nouvelles tribunes disponibles. Je pense que les médias sociaux, pas que je veux juste dire que c'est ça le problème, mais je pense que ça contribue à donner la parole à des mouvements qui même parfois incitent à la violence et à la haine envers les femmes, mais aussi envers d'autres personnes qui sont hors normes, à la limite. Des groupes marginalisés. Oui, exactement. Mais oui, moi, je le vis dans les médias sociaux, les mots qu'on utilise pour parler de moi. Il y a eu des moments dans les deux dernières années sur des sujets très sensibles, dont sur le projet de loi 21, où là, les gens se déchaînaient complètement. Je reçois des menaces, c'est arrivé. Puis à ce moment-là, par contre, les menaces, ça... Quand je suis devenue mairesse, on a décidé que c'était tolérance zéro. Donc, dès que j'ai des menaces, ça passe par le SPVM. Il y a déjà eu des arrestations. On fait ce que doit parce que je considère que c'est pas acceptable et je veux pas laisser l'impression à ceux qui pensent qu'ils peuvent m'envoyer des menaces puis que je vais rien dire, que ça va passer. Ça va pas passer. Puis c'est des attaques de quel type? Est-ce que c'est beaucoup le corps, l'intellect? Bien, il y a toutes sortes des fois de menaces qui peuvent survenir. C'est sûr que moi, celles qui me font le plus réagir et qui me font le plus peur et que je trouve les plus menaçantes, c'est celles qui ont vraiment une approche, on sent le propos misogyne, là. Mm-hmm. Une espèce d'idée de il faut rétablir l'ordre des choses. Ah, c'est fou, hein? Donc, c'est aux hommes à décider, on devrait te fusiller. Oui, non, c'est très, très violent. Mais comme je dis, c'est quand je sens sous-jacent que cette personne-là se sent investie presque d'une mission, c'est là que ça commence à faire peur. Mais c'est inquiétant, puis je veux dire, c'est sûr que là, moi, je fais un documentaire sur la question, puis une thèse sur la question, et j'ai rencontré beaucoup de femmes politiciennes, dont Laura Boldrini, qui est l'ex-présidente du Parlement italien, qu'elle était beaucoup attaquée, notamment lorsqu'elle a pris parole sur l'immigration. Là, c'était du sexisme, mais en plus, on était dérangé par le fait qu'elle prenne la défense des immigrants dans un contexte où l'extrême droite prend vraiment une place importante en Italie, avec Matteo Salvini, mais ailleurs aussi. Donc, moi, je vous ai trouvé courageuse d'en parler, puis j'ai envie de dire, ce ne sont pas que des anecdotes, ce n'est pas que vous, tu sais, il y a d'autres femmes publiques, c'est sûr. Je suis pas toute seule. C'est pire pour les femmes. Puis ça, on n'arrive pas à se l'avouer collectivement. Mais quand on regarde les faits, quand on regarde les études empiriques, c'est pire, et surtout pour les femmes qui sortent, entre guillemets, de la sphère domestique et qui sont publiques. Vous, comme première femme mairesse, ça bouscule des gens. Ah, c'est sûr. Et dès qu'on a une opinion qui va à l'encontre d'un certain courant, un peu comme ce que vous disiez concernant en Italie, là, c'est ça, les gens se déchaînent, les attaques sont très personnelles, mais le fait d'être une femme, c'est que là, on en rajoute une couche en termes de violence d'ordre sexuel, tu sais, c'est juste absolument... Mais moi, je ne lis pas ces commentaires-là. J'ai des équipes qui gèrent mes médias sociaux. C'est plate un peu parce que pour moi, c'est important de voir quand même là où il y a un intérêt. Puis je dis toujours, moi, c'est correct. On me dit, je suis pas d'accord avec ce que vous faites ou je suis fâchée parce que vous avez fait telle ou telle chose. Ça va. Il y a toujours place à la discussion. À un moment donné, quand ça devient des attaques. Puis on le voit aussi de plus en plus, c'est comme des robots. Là, ça génère du bruit, mais c'est... mais c'est important de dénoncer, je pense. Ah oui, absolument. Bien que on sait que sur les médias sociaux, c'est pas toujours aussi simple, mais comme je dis, quand pour nous, il y a une menace en bonne et due forme, là, on a aussi la SPVM qui sont présents dans les forums de discussion parce qu'on sait que souvent, ça peut être dans ces endroits-là. Au-delà du message qui m'est envoyé, ça peut être sur un peu des gens entre eux qui se craignent. Là. Alors, le SPVM est aussi présent dans ces forums-là pour vérifier s'il n'y a pas des menaces. Mais c'est que ça va... C'est ça, mais quand on est une femme qui est
quand on n'est pas la mairesse, c'est sûr qu'on n'a pas cette protection-là. Comme Marlène Schiappa, c'est beau, elle a fait la ministre de la Condition féminine en France avait fait une plainte contre un individu, puis la plainte a été reçue, mais quand on est une femme qui n'est pas connue, c'est plus difficile de Moi, je pense aux femmes qui sont dans le milieu des jeux vidéo, donc qui vivent énormément de violence de par le milieu qui est majoritairement masculin. Et effectivement, elles n'ont pas nécessairement la protection, parce que moi, dans certains moments, il y a aussi une protection physique du service de police qui m'accompagne. Wow. Donc, il y a plein de femmes qui vivent de la violence de ce type-là, mais qui n'ont pas les ressources là, ou la protection que moi, je reçois. De là, l'importance que moi, j'en parle, mais pour éveiller les consciences en même temps, on est plusieurs à le faire. Mais de pouvoir aussi, toute la question du double standard dont j'ai souhaité parler il n'y a pas si longtemps, c'est à propos de moi, mais pas tant que ça. C'est à propos de toutes les femmes qui en vivent tout le temps. C'est pas nous, personnellement, qui dérange. Le fait... C'est notre sexe, c'est vraiment exactement. Ça. C'est fou. Vous appelleriez Valério, ça serait différent. Complètement. Ah oui, c'est clair. Mais absolument. aussi, c'est que, tu sais, qui dit backlash dit ressac. Et il y a eu une ébullition positive, une espèce de lune de miel que vous avez vécue lors de votre ascension au pouvoir, qui était extraordinaire, tu sais. Oui, qui donne le vertige, en fait. Oui? Ah oui, C'était fabuleux. Oui. Comment vous avez vécu ça? Comme je disais, très fière. Et moi, j'ai décidé de devenir mairesse. J'ai accepté ce mandat-là avec beaucoup d'humilité. Je l'ai dit souvent, mais c'est vrai, en me disant, OK, c'est un privilège là, que les gens m'aient choisi comme mairesse, comme première femme. Mais nécessairement, j'ai tout de suite réalisé, j'ai vu qu'est-ce que le fait d'être une première femme, aussi une jeune femme, et le fait aussi d'être une mairesse résolument progressiste, avec des valeurs environnementales très fortes, des valeurs en lien avec la justice sociale auxquelles j'adhère entièrement. Donc, j'ai vite compris que les attentes étaient incroyablement élevées. Et comme je suis une féministe depuis longtemps, je savais pertinemment que je n'avais pas vraiment droit à l'erreur. Parce que... Wow. C'est bien dit, j'ai des frissons. Au nom de toutes les féministes, on n'a pas de droit à l'erreur. Non, alors là, j'étais comme, OK, je suis mairesse, je suis fière, je suis contente, mais les attentes sont au plafond, puis parce que je suis une femme, je peux pas me tromper. Puis je me suis trompée quand même assez vite. C'est normal. Oui, c'est ça exactement, mais tu sais, ben oui, c'est normal. Puis moi, dans ma vie, je me suis toujours donné le droit de me tromper. Alors, puis je me suis toujours, j'ai toujours trouvé que les échecs me rendaient plus forte. Fait que pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Mais veux pas dans mon poste où on est scruté à la loupe, puis en plus, parce que, comme je disais, je suis une mairesse, bien là, on veut que je sois parfaite d'une certaine manière, là. Les attentes sont hautes. Oui, quand j'ai tombé, c'est la première fois, je pense que je vivais aussi durement, parce qu'on a eu la période des taxes qui est arrivée très rapidement oui, après. Je me rappelle. Et ça a été dur, mais en même temps, comme je disais, je remets pas en question. À ce moment-là, moi, j'aurais pas parlé d'un double standard parce que les gens ont perçu... Moi, je dis toujours que je pense que les gens se sont dit « Ah, il semble que c'est pas la Valérie qui nous avait parlé auparavant. Elle nous parlait pas de la même façon, même la façon dont j'avais expliqué cette décision, donc je ne regrette pas et que je ferais exactement la même chose parce que c'était nécessaire. » Mais à ce moment-là, autant ça a été difficile parce que ça m'a pris... j'ai pleuré pendant un mois. C'est vrai? Comment vous avez fait? Je pleurais tout le temps. Comment vous avez fait? Est-ce que vous êtes allé voir un psy? Difficile. Comment votre chum, il vous faisait des petits brownies? Quelque chose? Moi, j'étais pas chanceuse. C'est comme quand j'ai gagné, étant donné que mon chum avait mis sa vie un peu en veilleuse depuis un an, puis j'avais fait une course à la chefferie, puis tout de suite après une course à la mairie. Mon chum, il a dit, quand je suis devenue mairesse, il a dit, j'avais prévu un voyage au Vietnam en vélo pendant un mois. Il me dit, j'irai pas. Puis je dis, non, ça fait comme un an que c'était tout à propos de moi. Fait que je dis, vas-y. Et il est parti le lendemain. Oh non! C'était pas... Alors, j'appelais au Vietnam et je pleurais beaucoup. Mais j'aime ça que vous parliez de ça parce que je courais tantôt puis je me disais, Caroline, que les politiciens sont robots. Ouais, puis pourquoi on n'exprime jamais notre vulnérabilité? Mais il faut. Pourquoi il faut toujours être... Comme si là, on était des êtres objectifs. Toujours on peut neutre, pas être toujours des... On n'est pas des êtres purement rationnels. On est fait de... Et bien moi, en fait, je considère que
c'est le fait d'être de cette vulnérabilité-là, parce que je suis une personne très, très sensible, puis aussi la façon dont je l'exprime, c'est ce qui fait que je suis si forte. Honnêtement. Ah oui? Ben oui. Comment ça? Ouais. Ben, c'est-à-dire que de me laisser aller comme ça, moi, de dire que j'ai pleuré pendant un mois, parce que c'est vrai, je rentrais à la maison puis je pleurais parce que c'était ma façon de faire sortir la pression, la déception, c'était pas facile, mais en même temps, une fois que moi j'ai pleuré, moi, je remonte dans le ring, là. À chaque fois, c'est comme ça. Wow! Tu sais, ça sort, puis let's go. Après ça, on remonte, puis je suis là pour montrer aux gens qu'ils se sont pas trompés. C'est ça que je me suis dit après. J'ai dit, ben, OK, je suis tombée, c'est dur, mais j'ai tout mon mandat pour leur montrer que ils ont raison de me faire confiance parce que je l'ai fait, pour des bonnes raisons. Mais donc, cette vulnérabilité-là, je pense que de ne pas la montrer, effectivement, je pense que vous avez raison, c'est les policiers se sentent... c'est comme l'image traditionnelle d'un politicien. Pour être fort, il faut qu'il ait l'air fort. Tu sais, tu peux pas être... C'est comme si tu montrais de la vulnérabilité, tu n'étais pas fort. Mais moi, je pense que, comme je dis, être sensible et faire preuve d'être vulnérable, pour moi, c'est un grand signe de force. C'est fort. Puis je pense que c'est ça, des fois aussi, qui fait qu'il y a une différence peut-être entre les hommes et les femmes, pas pour dire que les hommes ne vivent pas peuvent pas être vulnérables, au contraire. Il y a une socialisation qui est différente. Oui, on a chacun nos boîtes. Hein? Moi, je le dis souvent, le patriarcat, c'est pas juste poche pour les femmes, là. C'est poche pour les gars aussi. Tout à fait. Ils sont pris dans une boîte eux aussi, dans laquelle il faut qu'ils fitent, sinon ils se sentent pas... J'ai 2 ados, fait que je suis un peu là-dedans. Oui, dans le questionnement de l'éducation. Mais donc, dans tous les cas, moi, je pense qu'il faut être soi-même en politique, puis j'ai décidé que c'est ce que j'allais... J'ai été moi, j'ai jamais joué à la mairesse, en fait. Pendant ma campagne, j'étais moi. Quand j'ai gagné, j'étais moi. C'est pour ça que j'ai sauté sur la scène, parce que c'est ça que j'avais envie de faire. Sincèrement, je pense que les gens ont aimé ça, aiment ça de vous. C'est un côté que les gens apprécient beaucoup. Et il y a un côté aussi qui est tellement authentique chez vous. J'ai vraiment l'impression que vous êtes une bonne personne. Puis des fois... merci, je pense que oui. Mais il y a des gens que tu dis, OK, voilà un faux fin. Ouais. Il n'est pas fin, dans le fond. Ouais. C'est vraiment comme une image. Il y en a qui dégagent ça. C'est vrai. Et vous avez vraiment l'air bien. Et je me dis, my God, comment vous faites pour être dans un milieu où il n'y a pas juste du monde fin? Oh non, il y a des ça joue requins, du coude. Je veux dire, dans le milieu des finances. Je veux dire, absolument. Bon, gérer la ville de Montréal, 28 000 employés. 6 milliards de dollars de budget. C'est comme pas que des fins, là. Non. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes devant un requin? Bien, c'est sûr que d'être la mairesse, ça amène beaucoup comment dire donc? Je suis à un bon endroit pour pouvoir donner le rythme ou donner un peu une impulsion au genre de conversation que je souhaite, parce que c'est moi, la mairesse. Donc, nécessairement, il y a une écoute, il y a un respect qui s'impose d'emblée. Et après ça, ben moi, j'ai décidé que même dans mes rencontres avec des gens qui peuvent être soit prestigieux, même un peu intimidants, ou qui viennent de milieux dans lesquels je ne suis pas nécessairement familière, j'ai juste souvent, je vais prendre un moment où je vais juste me grounder, je vais me prendre une grande respiration, puis après ça, je me dis, ben moi, je vais rester qui je suis. Pour moi, c'est bien, bien important. Je pense que je peux compter sur le doigt d'une main les fois où je me suis sentie un peu... pas rapport comme mairesse, mais sur une main. À chaque fois que j'entre quelque part, je me dis, c'est moi qui va donner le pas. C'est moi qui va donner le rythme, puis donner le type de rencontre. Puis en général, ça fait des rencontres qui sont souvent plus relax. Moi, j'ai un côté très humain. Moi, j'aime ça, jaser avec les gens. Puis j'aime les gens. Je pense que c'est ça qui aide. Oui. Je suis curieuse. C'est le côté anthropologue. Alors, même quand je rencontre des gens avec qui, après ma barre, on n'a peut-être pas grand-chose en commun pour différentes raisons, bien, moi, je suis tentée de comprendre, OK, qui êtes-vous, tu sais? L'aspect un peu chercheuse, oui, curieuse. Absolument. Puis ça l'aide à trouver un terrain qu'on partage. Après ça, il y a plein d'éléments qu'on ne partage pas, mais ça m'aide beaucoup. Je pense que l'anthropologie, mine de rien, dans mon approche de chercheuse, m'aide dans mon travail à faire preuve de beaucoup d'ouverture, et j'aime beaucoup la multidisciplinarité. Alors ça, c'est bien. Pour moi, un bon projet, c'est quand je mets plein de monde avec plein d'expériences différentes qui souvent ne sont pas habitués de travailler ensemble.
Là, je dis, non, let's go, on travaille, qu'est-ce qui peut sortir de cette rencontre-là? Fait que c'est beaucoup la diversité, finalement, voilà, c'est ça. Voilà, les points de vue, les idées, j'aime bien ça. Mais après MeToo, il y a quand même, eu toute une discussion publique sur le rapport de pouvoir. Et on s'entend que faire de la politique, probablement à la mairie, il y a 10 ans, c'était pas la même chose que faire de la politique aujourd'hui. Je ne sais pas si vous étiez en politique il y a 10 ans. Non, parce que là, ça fait 6 ans que je fais de la politique. Ouais. OK. Mais, pas là il y a 10 ans. Mais est-ce que vous avez connu le Boys Club, comme on l'entend, l'espèce de sphère politique? Ah, mais elle est encore présente. Oui. Non, les Boys Club, ça peut être à même des formations politiques, ça peut être à même des institutions. On le sent souvent dans une pièce quand il y a comme un certain boys club. Il y a des milieux qui sont plus portés à ça. Je dirais le milieu des affaires. Je ne sais pas que systématiquement c'est ça, mais il y a certains endroits où on le sent. On le sent davantage. Mais même dans le milieu de la gauche. Ah oui, complètement aussi. Tu sais, je me demandais, est-ce que les mononcles cochons s'essayent même sa mairesse? Non, mais j'ai déjà eu des gens qui ont essayé de me faire du mansplaining. Ah ben là, mais ça, c'est encore une fois un privilège de mairesse de juste dire comme non, je m'excuse, ça va pas fonctionner comme ça. Bon, puis de le dire haut et fort. Vous l'avez dit publiquement aussi par rapport à d'anciens collègues. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien placé. Alors, j'ai beaucoup apprécié cette remarque de votre part. Puis vous ressentiez le besoin de remettre à la place certains individus. Là, je ne sais pas si c'était du mansplaining, en tout cas un certain paternalisme. Oui, bien c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'était toujours, comment je dirais donc, c'est pas toujours facile à décoder exactement, tu sais, dans quelle catégorie ça tombe. C'est pour ça que, tu sais, j'ai dit beaucoup gérant d'estrade, parce qu'au final, c'est les beaux-pères. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on les appelle les belles-mères. Bien, c'est pour ça que moi, je dis gérant d'estrade, parce que je trouvais que c'était comme une façon de ne pas genrer, parce qu'on sait que c'est toujours les femmes qui ont le mauvais rôle quand il est temps d'insulter ou de... Tu sais, ça vient facilement. Oui, puis alors qu'on dit belle-mère comme pour des hommes politiques qui viennent intervenir dans les débats publics, c'est quand même particulier. Voilà, c'est pour ça que je dis, là, gérant d'estrade, pour moi, c'est le mieux, il n'est pas genré, ce terme-là. Donc, dans la gauche aussi, il y a une certaine forme de sexisme. Oui. Mais même moi, quand j'étais militante, j'ai milité beaucoup dans différents groupes, puis des groupes pro-féministes, et nécessairement, puis là-dessus, je pense que M. Dupuis-Déry et moi, on vient un peu de certains milieux, on partage certains milieux, et du sexisme au sein de la gauche, il y en avait. Bien oui, sûr. mais oui. Puis ce qui est le plus embêtant dans la gauche, c'est parce que souvent, c'est des gens qui ont des très, très grands principes, des grands idéaux, et on trouve ça merveilleux. Mais c'est fou comment la question du genre, elle, on est prêt à aller faire la révolution pour aller, décrier le néolibéralisme, mais quelle est la question des femmes et la question genrée là-dedans? Des fois, est un peu évacuée. Le travail domestique, le travail invisible est encore tenu par les femmes. En tout cas, mais c'est sûr que, je veux dire, ça fait partie de la société. C'est juste que des fois, chez certains gauchistes hommes, il y a comme une espèce de paternalisme, c'est vrai, dans la façon aussi d'intellectualiser les choses, comme si la femme était inférieure intellectuellement. C'est fascinant. Mais je pense que dans le milieu intellectuel, au niveau universitaire, c'est très, très fort. Surtout en philo, là. Mais pas surtout en philo, mais moi, j'étais en philo-pol. C'est sûr que oui, c'est vraiment présent. Puis d'ailleurs, parlant de paternalisme, je me suis posé la question. Parce que là, vous avez parlé beaucoup dernièrement du sourire. Là, et on revient tout le temps. C'est sûr. À votre sourire. Puis j'ai fait une espèce d'analyse médiatique. Puis il y a toujours comme le quart de l'entrevue qui est sur le sourire, quasiment. Moins maintenant, mais ça a été beaucoup le cas. Puis je me suis demandé, est-ce que c'est positif, négatif? Comment est-ce qu'on perçoit ça? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paternalisme à dire « Ah, la mairesse est de bonne humeur tout le temps? » Tu sais, je sais pas, je me questionne. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a des deux. Moi, je sens plus chez les femmes le fait, là, je généralise, là, mais chez les femmes, le fait que je souris puis que je sois de bonne humeur, quelque chose qui est très libérateur pour elles, quelque chose qui va me dire, ben, ça fait du bien d'entendre, de voir quelqu'un qui a autant de responsabilités, mais qui est capable de rester elle-même, puis qui sourit. Puis... Donc, je pense que ça fait du bien. Mais j'entends aussi des hommes là, qui vont me dire, oh, on aime ça, votre sourire. Bien, moi, j'adore votre sourire. Personnellement, moi aussi, je l'aime, mon sourire. Puis je veux...
ça rend de bonne Ouais, humeur. mais en même temps, moi, ce que je comprends aussi, c'est une difficulté pour les gens. Puis c'est souvent, moi, je trouve plus dans les médias. Dans les médias, c'est plus les hommes qui vont s'attarder à ça. C'est comme si ils ont absolument besoin de rattacher la femme à une caractéristique physique, une presque incapacité de juste la juger seulement sur les idées ou ce que je propose ou des projets. Un besoin de dire « Ah ouais, puis elle sourit ». Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif, mais on dirait qu'il y a comme une incapacité. Alors que pour un homme, on va pas dire... il sourit il pas, propose... je sais pas, moi, il a tellement des beaux yeux, il a des beaux yeux. Il propose un projet, mais il a tellement des beaux yeux. Voyons, là, ou bien il fait des clins d'œil, ouais, je sais pas. Ouais. C'est peut-être pas pareil, là, mais tu sais... Ben, par exemple, moi, je pensais à ça, puis on peut faire une analogie avec Pauline Marois. Pauline Marois, ça a été beaucoup son habillement. Vestimentaire. Que c'était ça, l'élément qui revenait tout le temps. Absolument. Vous, c'est votre sourire. Pauline Marois, elle a fait le choix de se normaliser, absolument, de s'effacer. Puis elle le dit, là. Puis elle le dit, puis même que des fois, je suis comme triste un peu parce que je suis comme, c'est plus elle. Et vous avez décidé de rester vous-même à travers ça? Oui, mais en même temps, moi, je suis très consciente que il y a des femmes comme Pauline Marois, je pense à Louise Arel, je pourrais nommer d'autres politiciennes qui ou Mme Payette, des femmes qui ont quand même ouvert des portes. Et je pense que peut-être que leur façon de vivre, leur féminité comme politicienne était probablement différente de la mienne. Tu sais, la société évolue aussi. Moi, je suis comme dans un moment où j'ai décidé d'affirmer, comment dire donc... justement, ma féminité. Puis ma féminité, c'est parce que j'aime ça m'habiller, je suis coquette, j'aime ça porter des robes, j'ai mes souliers à talons. Tu sais, j'aime ça. Mais en même temps, et puis le sourire, ça, j'ai décidé que je le gardais. De toute façon, je ne sais même pas comment faire autrement. Je veux dire, je pense que mon équipe dirait que même si on me disait de ne pas sourire ou de pas rire, moi, je ris beaucoup. Je lisais un livre de David Servan-Schreiber qui expliquait que le sourire est un signe d'intelligence, qu'entre le rationnel et l'émotif, c'était le signe physique d'un équilibre, pour vrai, entre l'intelligence émotionnelle et rationnelle. Je vais lire ça dans le temps des fêtes. Mon bébé, en tout cas, mon bébé, il sourit tout le temps. Puis là, je me suis dit, c'est un signe d'intelligence, d'équilibre. Mais l'équilibre, ça me plaît parce que je considère vraiment que je suis une personne très équilibrée. Ça a l'air drôle à dire de même, là. Ça veut pas dire que j'ai pas mes moments. Comme je disais, j'ai pleuré pendant des semaines après une période difficile, mais c'est vrai que mon côté rationnel et émotionnel, j'arrive quand même à bien trouver un bon équilibre. Mais dans tous les cas, moi, je pense que... Est-ce que vous êtes comme fatiguée? Mais oui, mais c'est sûr. Bien, le sport aide beaucoup, de continuer à trouver du temps pour m'entraîner. Quand je rentre à la maison, en général, le iPad, le téléphone, moi, j'ai plus ça. Je suis à la maison, je suis bien en mou, puis je prends ça relax. Un petit kombucha? Je fais du binge-watching aussi, là, tu sais. J'écoute des séries. Qu'est-ce que vous écoutez? Ça va dans tous les sens. Moi, je suis une fanatique de documentaires, mais des fois, c'est trop cérébral, là. Oui, des fois, on a besoin de relaxer. C'est ça, là. Je dis, bon, écouter plus... je sais pas qu'est-ce que j'écoute. Moi, j'écoute de la niaise-rie. Des fois, ça fait du bien, un peu de niaiserie, là. Oui. Mais moi, j'aime beaucoup les séries québécoises. J'ai beaucoup aimé, mettons, la série Trop. J'ai aimé ça. J'aime beaucoup... sur Netflix, il y a quand même des choses intéressantes. Unbelievable, paraîtrait que c'est bon. Ouais, je l'ai pas... j'ai pas regardé ça. Est-ce que on m'a dit que c'est très, très bon. Est-ce que tu as écouté Russian Dolls, Poupées russes? Non, pas encore. Très bon, très bon. Mais je l'écouterai pas sous-titré, là. Non, okay, c'est pour ça. Il y a les deux, il y a l'anglais puis le français, je pense. En tout cas, mais fait que mon équilibre, c'est ça, c'est du sport, c'est de prendre du temps avec mon chum. Ouais, comment ça va avec votre chum? Ça va bien, mais il faut dire que c'est très intéressant parce que Pierre-Antoine et moi, on s'est rencontrés, ça fait quand même, ça va faire 22 ans qu'on est ensemble. Ça fait longtemps. Et quand on s'est rencontrés, on était tous les deux des militants, justement, de la gauche. Et la question du genre est venue tout de suite. Et très rapidement, nous, le politique est rentré dans la sphère privée. D'accord. Donc, la sphère domestique, c'est égal? Si c'est pas, comment je dirais, ça dépend toujours comment on le perçoit, mais on en parle beaucoup. On a toujours beaucoup parlé de qu'est-ce que ça veut dire quand, moi, c'est mon chum qui cuisine, parce que moi, j'ai ça, puis j'ai aucun intérêt. Moi aussi. Mais toute la question là, de la charge mentale, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Toute la question aussi là, Vous avez réussi à équilibrer la charge mentale? Oui, sauf que là, depuis que je suis mairesse, je dirais que la charge mentale, c'est beaucoup mon chum qui en a pris. Et là, il me dit, je comprends plus, parce qu'il en prenait.
Mais là, il en prend beaucoup plus. Et là, il se dit, il trouve que c'est effectivement, c'est une charge mentale dans tous les sens du terme, là. Les rendez-vous chez le médecin, les rendez-vous des enfants à l'école, les cours de ci, les cours de ça. Mais la charge mentale, moi, je l'ai, mon bébé, il y a 8 mois, puis je conçois. Ah, ça va juste en augmentant. C'est fou. Puis, tu sais, je regarde, par exemple, un lieu comme ici, l'Hôtel de Ville. Bon, là, j'ai vu qu'il y avait une halle garderie. Mais moi, si je voulais faire de la politique demain matin, ça serait juste impossible. Avec un bébé de 8 mois. Ça serait impossible? Ben, ça serait possible, mais je sais pas si ça serait possible. Je sais pas. Nous, on a des élus qui ont eu des bébés, dont deux de nos collègues femmes, puis un collègue homme, qui ont eu leur bébé. Elles venaient juste d'être élues. Alors, ils sont venus voir, ils m'ont dit, on peut-être l'été dans la salle du conseil? Ben, je dis, ben oui, les filles, là, tu sais. Ah oui? Ah, ben oui. Mais moi, je trouve qu'il faut dépoussiérer ça, là. Je veux dire qu'il faut allaiter, il faut allaiter. Ah, mais ça se peut, mais ça m'est égal. Donc, ils ont emmené quelques fois le bébé avec eux, puis le chum les attendait de l'autre côté après ça pour s'en occuper. Mais tu sais, quand un bébé, un nourrisson, là, ça dort puis ça boit, là, c'est pas bien compliqué. Mais moi, j'ai partagé une image d'allaitement d'une politicienne australienne. Oui, qui allaitait en chambre. Mais elle, c'était quelque chose, je sais pas comment qu'elle faisait, elle allaitait puis elle parlait. J'étais comme, wow, elle est physique. OK. Je sais pas. Ah non, ça, j'avais pas vu ça. Mais là, il y a comme eu des gens fâchés, là. Ils étaient comme, ben voyons donc, c'est pas fait pour allaiter, c'est quoi ça? T'es dans une assemblée. Le lieu n'est pas fait pour allaiter. Ben je suis désolée, mais si on veut avoir un espace représentatif avec les voix qui sont représentées, une femme qui allaite, ben il faut qu'elle allaite. Mais c'est déjà en partant. C'est pas un lieu pour allaiter. Mais voyons, il n'y a pas un lieu pour allaiter. Un bébé a faim. Les seins sont là, voilà, c'est tout. C'est la chose la plus simple et c'est économique d'ailleurs. Donc, tout à fait. Et écologique. Et écologique. D'ailleurs, parlant d'environnement. Oui. Parce que nos auditrices et nos auditeurs sont plutôt jeunes et ça leur tient beaucoup à cœur. Ben oui, avec raison. Puis tant mieux que ça leur tienne à cœur. Ça me fait du bien. Je fais des co-anxiété. Bon, ça, c'est une autre chose. Je comprends. Mais j'arrête pas d'en parler. Il faut que j'arrête d'en parler dans le podcast parce que c'est ridicule. J'arrête pas d'en parler. Mais ça fait partie de, je pense, d'une angoisse de ma génération. Oui. Et vous avez établi un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 55 d'ici 2030. Oui, c'est très ambitieux. Wow! Comment vous allez faire ça? Il y a plein de façons d'y arriver. Je peux pas y arriver seule, mais en gros, là, je dirais... là, on veut s'attaquer au gaspillage alimentaire, au gaspillage vestimentaire. Donc, on va forcer les magasins, parce qu'on sait qu'il y a plein de boutiques qui jettent ils les coupent, puis ils mettent ça au vidange pour pouvoir que ça soit réutilisé. Ça sera pas possible de faire ça. Il va même falloir que... Là, on est en train de développer des façons pour eux que ces vêtements-là sortent du bac, du container en arrière, là, qu'on les récupère puis qu'on l'envoie dans des filiales. Donc, il y a tout ça à développer, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Le gaspillage vestimentaire qui est très, très important dans nos habitudes de consommation. C'est 55 C'est énorme. C'est énorme. Fou, je ne sais pas le chiffre, là, mais la consommation des vêtements, là, c'est assez fou. Oui, puis là, je parle de la bouffe, là, c'est incroyable comment c'est jeté. Pour la bouffe. Mais encore une fois, là, ça va prendre quelques années parce que, d'un, il faut faire des règlements qui vont forcer les chaînes d'épicerie, mais également les restaurants. Donc, c'est gros. Mais encore une fois qu'on a passé un règlement, encore faut-il qu'il y ait des endroits pour recueillir cette bouffe-là, la retransformer, la distribuer. Donc, on se laisse à peu près, là, je dirais, 2-3 ans pour mettre tout en marche pour que le gaspillage alimentaire et vestimentaire soit interdit. Fait que ça, c'est très bien. Plastique à usage unique, également, on est en consultation, mais ça serait pour l'éliminer, pour pas que ça soit le diminuer, parce qu'on le sait, là, les copes de café, les ustensiles, les produits sous emballage, c'est très, très, très présent. Puis même, il y a une industrie qui... C'est drôle parce qu'autant on est plus sensible à l'environnement, mais quand moi, je vois toutes les boîtes de prêts à manger, où est-ce que, tu sais, on peut se commander de la nourriture juste pour nous, là, puis ça arrive par petits compartiments, petite cuisine. C'est fascinant parce que tu dis, hey, moi, je trouve ça bien qu'on encourage pas la surconsommation de bouffe, puis en plus à cuisiner, mais le suremballage qu'il y a là-dedans, c'est fou! Alors, c'est particulier, ou même, je pense, aux petits copes de café. Tout le monde aime ça, les petits copes de café, mais ça fait un gaspillage incroyable. Fait éventuellement, on va devoir amener des mesures où c'est pour ça que je ne peux pas y arriver toute seule. Non, mais c'est ça que j'allais dire, il faut que les gens se posent des questions aussi.
Puis c'est sûr que le transport, bon, c'est le premier émetteur. Oui, le transport, c'est sûr. 43 des émissions de gaz à effet de serre viennent des transports. 43. Fait que ça, c'est là où ça a le plus gros impact le plus rapidement. Après ça, il y a tous les gestes individuels et tout ça, mais ça, c'est le plus gros impact. Mais en même temps, le transport, tu sais, vous pouvez être de très bonne volonté. On est dans une province qui s'appelle le Québec et un pays qui s'appelle le Canada. Puis c'est un peu décevant ce qu'on voit au fédéral. Est-ce que vous êtes un peu déçus? Bien, je dirais qu'au fédéral, en fait, avec le gouvernement actuel, il y a déjà beaucoup de sommes qui ont été mises de l'avant pour des infrastructures de transport. Alors, honnêtement, là-dessus, ça va. Quoique, on va militer pour plus. C'est pour ça que j'étais à Ottawa hier pour dire qu'il nous en faut beaucoup plus. Puis à Québec également, au niveau du gouvernement du Québec, ce qui est important, c'est que, puis là, c'est gros, là, c'est comment, pour l'instant, nos taxes, 70 vont à l'autoroutier, puis il y a un 30 qui va pour le transport collectif. Quand on regarde en Ontario, ils font l'inverse. Ils investissent 70 de l'enveloppe dédiée au transport, là, de nos taxes, au transport collectif, et 30 aux routes. Fait que là, à un moment donné, si on est sérieux, puis si on veut m'aider, puis aider les villes qui veulent faire la transition écologique, bien, il faut investir du cash, c'est pas... Puis il y a une augmentation d'automobiles sur les routes, qui ne cesse d'augmenter la grosseur des véhicules aussi. C'est incroyable. Absolument. Fait en parallèle, il y a l'électrification, mais en même temps, il ne faut pas... pour moi, l'électrification n'est pas la solution, parce que au final, si j'ai plus de voitures électriques puis j'ai autant de congestion, je veux dire, ça tient pas la route, là. Oui, je veux de l'électrification pour les camions, les autobus, les voitures aussi, parce qu'il va toujours avoir besoin il y a des gens qui vont avoir besoin d'utiliser leur voiture. Bien sûr, en région. Puis même à Montréal, une personne à mobilité réduite, une personne aînée, je veux pas les éliminer, les voitures, mais il faut socialement, qu'on se dise, on ne peut pas continuer à augmenter des voitures sur la route. Les gens vont souvent dire « on est pris dans le trafic ». Mais c'est pas tant une question de chantier que le fait que le nombre de voitures augmente. Puis il faut aussi que les acteurs politiques permettent et rendent accessible le transport en commun, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, Absolument, soit parce que, moi je le dis souvent, là, je ne vais pas blâmer les gens de Rivière-des-Prairies de ne pas prendre l'autobus qui leur prendrait 1h30 pour venir au centre-ville de Montréal, alors qu'en voiture, ça leur en prend 20 minutes. S'il n'y a pas d'option rapide, efficace, accessible au niveau financier, bien, je prêche, ça ne marche pas, là. Donc, le combat pour le transport collectif, pour moi, c'est vraiment mon combat. C'est fou quand on y pense, parce que pendant la campagne électorale, de parler d'une ligne rose comme je l'ai fait, là, les politiciens, en général, auraient dit, bien voyons donc, c'est suicidaire de parler d'investissements de milliards de dollars, puis de travaux. Mais je disais, mais c'est à ça que je crois. Et depuis, je suis contente parce que je trouve que la mobilité est vraiment, on en parle davantage. Puis là, il y a un tronçon là, qui a été construit. Bon. Ben, pas construit. Non. Hey boy, j'aimerais ça. Je m'excuse. Non. Il y a un tronçon qui a été annoncé. Oui, la construction d'un tronçon. Bon. Oui, parce que la ligne rose, elle part de Montréal-Nord, elle fait un arrêt dans le centre-ville, puis elle permettrait de désengorger la ligne orange qui, elle, est à pleine capacité. Puis il faut penser aussi aux gens de la Rive-Sud, là. Mais bon, ça, je ne sais pas si vous êtes en discussion, parce que on y pense de façon globale. Il y a Montréal, mais on est connecté aux banlieues également. Puis pour l'instant, c'est un des problèmes parce que la ligne jaune, elle s'arrête à Longueuil. Je sais, j'habite à Longueuil parce qu'on aurait pu parler aussi de l'accessibilité au logement pour les familles. Absolument. Ça, c'est aussi un autre enjeu. C'est 15 d'augmentation du coût des maisons puis des appartements. À Montréal, c'est énorme. Bien, dépendamment où, là. Oui, c'est pas nécessairement avec 15 partout, mais vous avez raison. Puis je pense que c'est ça un peu moi, je trouve que c'est le grand défi de Montréal, mais de toutes les métropoles, mais c'est de s'assurer que la ville continue à prospérer parce ça va bien, l'économie à Montréal. Mais il faut que ça demeure une ville qui est accessible à tous et à toutes. Puis on est pas mal en rattrapage. Parce que c'est triste à Vancouver. Tant d'habitation, Vancouver, accessibilité du logement, Toronto, c'est pathétique. Il n'y en a plus. Je veux dire, il n'y en a plus. Dommage. C'est pour ça que tu sais, une règle, je sais que ça peut paraître abstrait pour beaucoup de gens, mais je suis en train de passer une loi. C'est une loi qui va obliger les promoteurs immobiliers à faire du logement abordable et social et familial, donc 3 chambres et plus. C'est une petite révolution, ça. Parce que là... C'est la loi du 20-20-20, oui, ça? Exactement. Mais c'est une révolution parce que ça amène un changement de paradigme. Moi, ce que je dis, c'est les acteurs économiques comme ceux qui développent du logement, c'est non seulement ils contribuent à notre économie, mais c'est quand même un privilège de venir s'installer à Montréal puis faire des revenus, puis faire des bons profits. On aime ça. Mais ils ont aussi une responsabilité. Moi, je veux amener la responsabilité de participer au bien commun, à la collectivité. Et c'est là que du logement abordable et social et familial
Moi, je leur dis, si vous construisez des tours puis qu'elles se remplissent rapidement, c'est entre autres parce que les gens veulent venir s'installer à Montréal, parce qu'il y a une mixité culturelle, il y a une mixité économique, il y a une mixité sociale. C'est ça, la force de Montréal. Puis je veux pas être comme Toronto puis Vancouver où c'est assez homogène de qui peut se payer d'habiter. Le condo à 2 pièces, là, on est tanné. Mais c'est pas facile parce que, comme je dis, là, j'ai souvent l'impression de me répéter qu'on est en rattrapage. Tu sais, transport collectif, là, je viens de commander 300 autobus, mais pourquoi on l'a pas fait avant? Parce que c'est pas 300 qu'on a besoin, c'est probablement 600. Mais bon, on va y aller petit à petit. Une chose à la fois. C'est quoi, on mange un éléphant par bouchée? C'est ça qu'ils disent. En terminant, qu'est-ce qu'on souhaite collectivement pour 2020? Qu'est-ce qu'on souhaite? J'essaie de voir comme, je pense, Montréalais, moi aussi, à la ville de Montréal. Ou qu'est-ce qu'on vous souhaite? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Je me souhaite, moi, de continuer à garder cet équilibre-là, auquel je veille au grain. Parce que je veux continuer à être cette mairesse qui ne joue pas à la mairesse. Cette mairesse qui est avec ses défauts, mais aussi avec ses qualités, puis qui est là parce qu'elle aime sa ville. Puis pour les Montréalais, Montréalaises, ben je leur dis restez à Montréal, je vais tout faire pour que vous soyez bien parce que je trouve qu'on a déjà une très belle qualité de vie à Montréal. Mais cette diversité-là, elle est importante. Elle est inspirante, elle est belle. Alors, je veux que nos Montréalais restent à Montréal. Est-ce qu'on vous surnomme encore Speedy Valérie? Ah, bon Dieu, comment vous savez ça, vous? C'est ce que j'ai fait une petite recherche. Oui, on m'appelait comme ça. Mais c'est ça, c'est beau de vieillir. Moi, j'aime ça vieillir. J'ai 45 ans et je trouve ça fabuleux parce que Speedy Valérie est plus rendue, je sais mieux comment... canaliser toute cette énergie. Valérie Relax? Oui, je ne sais pas comment on m'appellerait. Pendant la campagne, on m'appelait la Happy Warrior et la guerrière, ou la enthousiaste. Superwoman aussi, on a vu la Superwoman. Mais j'aime mieux Superwoman, je trouve ça long un peu à porter parce que je suis pas bonne dans tout. Il y a des journées où je suis pas une bonne maman, puis il y a des journées où je suis pas une super bonne mairesse probablement. Fait que je veux pas être une Superwoman. Mais j'aime penser que je suis une guerrière qui est prête à aller au front, mais qui sourit puis qui va continuer à sourire. Bonne année. Merci. Bonne Merci année, pour cette Madame belle visite. la mairesse. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Au revoir. Merci.